Tout d'abord, ma collègue Elisa Torrenegra, qui est également coprésidente de SS Forum International. nous tenons à saluer toutes les personnes sur l'ensemble des continents des qui, pour la première continents, fois de notre qui, histoire, pour la première fois de dans notre un histoire, format virtuel, les rencontres du Mont Blanc, organisées par le Forum international de l'économie sociale et solidaire. Nous aurions dû nous retrouver à Genève, dans les locaux du Bureau international du travail, avec qui nous entretenons des relations de longue date. Ce ne sera que partie remise. Bureau international du travail. Le Forum international est une association née des rencontres du Mont Blanc. Notre objectif est de promouvoir une économie sociale et solidaire, des rencontres du vecteur d'efficacité sociale. Notre objectif est de valoriser environnementale et promouvoir une économie sociale et solidaire. Depuis déjà vecteur 15 ans, nous sommes un véritable laboratoire d'idées au service de 3 champs d'action. Depuis déjà influencer les 15 ans, politiques et les nous sommes agendas, un véritable construire des laboratoire projets durables et au service de inclusifs, 3 champs rassembler d'action. les leaders et les acteurs Influencer de les l'économie sociale politiques et les solidaire. agendas, co-construire des Forum projets durables et international, inclusifs, en tant que réseau rassembler les international, leaders et les se veut acteurs être de le l'économie porte-parole des sociale et entreprises et des organisations, ESS en Forum défendant international, nos principes et nos valeurs, en diffusant nos pratiques et en rassemblant réseau les esprits. international, se veut être le Les éditions porte-parole des précédentes des entreprises et rencontres des du Mont Blanc ont organisations. particulièrement mis en évidence ces 3 rôles et nous poursuivons aujourd'hui dans ces 3 directions en étant présents à côté d'autres organisations pour donner cette visibilité indispensable au niveau régional, national et international. La crise sanitaire actuelle est lourde de toutes les crises à venir, sociales, économiques, financières. Si le chemin choisi est celui de la transformation profonde de notre société vers un monde meilleur, plus respectueux de l'individu et de nos environnements, il révélera certainement de nouvelles promesses. Quel que soit le scénario de notre avenir, l'ESS a toute sa part à y prendre. Nous devrons certainement réparer, mais aussi anticiper, renverser, inventer, donner accès, défendre des droits. Femmes et hommes de l'économie sociale et solidaire, nous œuvrons à l'émergence de choix économiques différents, depuis parfois de nombreuses années et depuis bien trop longtemps dans l'ombre du capitalisme. Nous voulons aujourd'hui rendre notre économie plus durable, plus respectueuse et plus responsable. Nous défendons un autre modèle économique qui plaide pour la diffusion la plus vaste possible de tous les principes, de tous les atouts et de toutes les composantes de l'économie sociale et solidaire. Un modèle qui ne prospère pas sur la spéculation financière, sur l'exploitation des êtres humains et sur l'utilisation irréversible des ressources naturelles. Dans un air de bouleversement, l'ESS peut être en mesure de s'imposer, de se développer et de transformer l'économie dominante. Mais elle doit aussi se rassembler et parler d'une même voix, forte et audible dans toutes les instances institutionnelles et à tous les niveaux de pouvoir. Nos ambitions pour faire rayonner doivent toujours davantage mettre l'économie sociale en avant, pour la faire croître partout, à l'aune des bouleversements actuels. Pour répondre au plus près aux besoins des citoyens dans tous les champs de la vie quotidienne, comme nous avons toujours pu le faire et comme nous avons toujours su le faire. L'ESS, avec ses caractéristiques spécifiques, finalité sociale, propriété collective, fonctionnement démocratique, doit définitivement compter parmi les outils, les ressources et les solutions alternatives efficaces répondant aux enjeux actuels et futurs, quel que soit le niveau de décision, quel que soit le niveau de compétence. Les institutions et entreprises membres de l'ESS Forum international relèvent une quantité colossale d'expertise qui peut être mise au profit de chacun. Le Forum international activera son grand réseau de contacts pour participer aux différentes missions qui seront mises en place pour la reconnaissance, soit à la hauteur des enjeux de ce XXIe siècle, où les défis seront majeurs. Nous ouvrons aujourd'hui un cycle de sessions articulé autour des ressources de l'ESS face à un monde en mutation. Et nous avons retenu 4 thématiques: la lucrativité limitée et l'intérêt général, les financements publics et privés, les nouvelles formes de travail et la digitalisation, les objectifs du développement durable de l'ESS. Ce cycle se terminera par une présentation
par une séance de clôture, certainement très attendue au regard des défis actuels. Je ne saurais terminer cette brève introduction sans remercier notre secrétariat qui a travaillé très dur pour l'organisation des conférences, mais également mon prédécesseur, Thierry Jantet, qui en tant que président honoraire et fondateur des RMB, Rencontres du Mont Blanc, reste toujours vigilant au développement d'économie sociale et solidaire. Mais également remercier tous nos membres qui, sans eux, l'organisation n'aurait pu voir le jour et se déployer aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à Laura Squark, qui va modérer cette première session. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Alain Coher. Bonjour et bon après-midi à tous et toutes. Bienvenue aux rencontres virtuelles de Mont Blanc 2020. Je suis Laurence Squark, secrétaire générale du Forum mondial de l'économie sociale, connu plutôt sous le nom de GCEF, un acronyme anglais. Je serai la modératrice de notre section aujourd'hui. Les rencontres 2020 de Mont Blanc débutent aujourd'hui avec notre panel sur le thème lucrativité limitée, propriété des moyens de production et intérêt général de nos entreprises. Un besoin de rentabilité qui reste au cœur du fonctionnement de toute entreprise, mais que différencie les entreprises de l'économie sociale solidaire. La particularité de l'économie sociale est sa concentration sur des pratiques économiques durables et inclusives en répondant aux besoins sociaux et en organisant les activités et services économiques en fonction de ses valeurs et principes. Une des caractéristiques de l'économie sociale solidaire est sans doute la notion de lucrativité limitée. La notion de lucrativité limitée permet de couvrir tout le spectre des entreprises de l'économie sociale, quelle que soit leur forme et leur activité. Les entreprises sociales s'attachent à garantir une répartition équitable des excédents en donnant la priorité au développement de projets d'entreprise. Nombre d'entre elles fonctionnent selon des logiques de partage et de redistribution de pouvoir et de capital. Parler de lucrativité limitée ne veut pas dire que l'on s'affranchit de la notion de rentabilité. Par contre, la rentabilité devient un moyen au service du projet social ou environnemental de l'entreprise. Elle consacre l'idée fondatrice que les surplus dégagés par une activité économique saine peuvent être conçus comme un moyen et non une fin en soi. Les entreprises de l'économie sociale ont ceci en commun que si leur activité permet de dégager des excédents, ce résultat positif ne sera pas considéré comme une finalité, mais comme un moyen de l'activité. Tel est le sens de la lucrativité limitée. L'intérêt général nous semble mieux servi par des entreprises dont la propriété est collective, étant donné les finalités sociales auxquelles elles souscrivent d'emblée à travers leurs valeurs, mais aussi dans leur mode d'organisation, à travers leur statut et dans la garantie patrimoniale de leur propriété. L'économie sociale solidaire n'appartient pas à des propriétés privées qui peuvent en disposer à leur guise, mais à un collectif de personnes. La situation actuelle causée par la crise de COVID-19 appelle à un rééquilibrage de l'efficacité économique et de la résilience dans l'ensemble de l'économie. Une transformation économique, sociale et environnementale est urgente et nécessaire, comme Alain Coher vient de nous appeler, pour faire face aux défis actuels de notre temps. Comment visibiliser la contribution de l'économie sociale solidaire pour inspirer l'innovation et la transformation de notre économie et de notre société pour qu'elle soit plus inclusive et durable? Voilà, nous avons aujourd'hui 3 experts qui vont répondre pourquoi la notion de lucrativité limitée et intérêt général est importante comme une des principales ressources de l'économie sociale solidaire face à un monde en mutation. Notre panel est composé de 3 experts. Raititi Rodriguez, maître de conférence à la Sorbonne Paris 1, Marie Bouchard, professeure à l'Université du Québec à Montréal, et Benoît Boris, auteur de Au-delà de la propriété, essayiste, animateur de l'association Autogestion. Je vous rappelle à tous nos panélistes que vous disposez chacun de 15 minutes pour partager votre contribution sur le thème d'aujourd'hui.
Après avoir écouté tous nos panélistes, nous aurons une section de questions et réponses avec les participants pendant d'environ 40 minutes. Et ensuite, nous terminerons la section aujourd'hui. Voilà, donc je voudrais sans délai présenter notre premier orateur, Raititi Rodriguez, maître de conférence à la Sorbonne Paris 1. Elle travaille sur le droit social européen, articulation du droit du travail et des droits économiques et le droit économique de l'Union européenne. Elle est auteure, entre d'autres, de l'étude sur le but non lucratif en droit de l'Union européenne et de working paper, justement de l'intérêt de créer un nouveau concept, la lucrativité limitée. Maître Rodriguez, vous avez la parole. Maître Raititi Rodriguez. Oui. Je vous remercie, Laurence, de me passer la parole. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les organisateurs du Forum international de l'économie sociale et solidaire de m'avoir invité à participer à ces premières rencontres virtuelles du Mont-Blanc. Je suis très honorée et très heureuse de contribuer à ma mesure, à mon niveau, à cette discussion collective qui s'ouvre aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le regard d'une juriste sur la question qui est celle de notre rendez-vous aujourd'hui, la question de la lucrativité limitée, les moyens, la propriété des moyens de production et l'intérêt général de nos entreprises. Le regard de juriste que je voudrais partager aujourd'hui, il se tourne avant tout sur le sujet de la lucrativité limitée et je voudrais, dans un premier temps de mon intervention, vous présenter l'étude de 2017 que j'ai conduite et les principales conclusions auxquelles je suis parvenue qui m'ont justement amené à développer cette notion de lucrativité limitée. Dans un deuxième temps, j'exposerai les différents développements qui ont eu lieu depuis, puisque cette notion a été soumise aux institutions de l'Union européenne, parce que la notion que j'ai proposée s'inscrit dans une démarche de reconnaissance meilleure de l'économie sociale et solidaire au niveau de l'Union européenne. Donc, je vous présenterai quelques développements récents sur le sujet. Et puis, dans un troisième temps, j'aimerais vous proposer quelques pistes de réflexion critiques sur cette notion et peut-être quelques possibilités d'avancée, de réflexion collective. Alors tout d'abord, dans un premier temps, j'ai préparé un diaporama. Il y a une première peut-être diapositive à envoyer. Je ne sais pas si c'est possible. On essaye de le charger sur la plateforme. D'accord, très bien. Je commence. Donc, premier temps de mon intervention, d'où vient cette proposition de favoriser, de promouvoir la notion, l'entreprise sociale et solidaire, l'économie sociale et solidaire, à travers la notion de lucrativité limitée. Pourquoi passer par cette notion un peu particulière? Alors, l'origine vient de cette étude qui a été commandée par la MGN, qui est une grande mutuelle française, une étude qui m'a été commandée, qui consistait à savoir quelle était la place, le rôle de la notion de but non lucratif en droit de l'Union européenne. Il faut savoir qu'en France, une grande partie des entreprises de l'économie sociale se reconnaissent dans la notion de but non lucratif. C'est le cas des mutuelles, mais c'est le cas aussi des associations et des fondations. Les coopératives, elles sont dans un rapport un peu différent, mais on peut considérer qu'elles ont, elles aussi, de toute façon, un rapport particulier au lucre, à l'objectif de lucre, c'est-à-dire que les excédents ne sont pas reversés de façon, comme dans une entreprise capitaliste, à des actionnaires en fonction des investissements et des parts sociales. Alors, ma recherche m'a conduit à aboutir à la conclusion suivante. La notion de but non lucratif en droit de l'Union européenne n'a pas du tout le même sens que celui qu'on lui donne en France, ou en tout cas qu'on lui attribue quand on parle d'économie sociale et solidaire. En droit de l'Union européenne, le but non lucratif, c'est
l'activité désintéressée, celle qui fonctionne sur la base du don, du volontariat, du bénévolat, de la subvention, mais en aucun cas, une entreprise économiquement viable n'est considérée comme à but non lucratif dès lors qu'elle a une activité marchande sur un marché, quelle que soit sa finalité, qu'elle veuille ou non redistribuer ses bénéfices à ses membres, qu'elle ait au contraire des contraintes par rapport à ses profits, peu importe, toute entreprise qui a une activité économique est classée du côté des entreprises à but lucratif. Pour être à but non lucratif en droit de l'Union européenne, il faut être désintéressé, ce qui couvre une petite part des entités de l'économie sociale et solidaire, mais vraiment une petite part, ça ne représente pas du tout l'activité des coopératives, des mutuelles et de nombreuses associations qui ont une véritable activité marchande. Cela signifie que le droit de l'Union européenne a une conception complètement binaire de l'économie. D'un côté, les entités désintéressées qui ne sont pas d'ailleurs considérées comme des entreprises, et de l'autre, les entités qui ont, en fait, les entreprises qui ont un but lucratif. Ce logiciel juridique, dans ce logiciel juridique, vous voyez que les entreprises de l'économie sociale n'ont aucune visibilité. Elles sont invisibilisées, alors même qu'elles ont un poids non négligeable dans l'économie européenne notamment. D'ailleurs, ce problème converge avec le fait que statistiquement, on est encore en train de rechercher la façon de rendre visible, de donner une image réelle du poids économique des entreprises de l'économie sociale. Ça, c'est un problème politique et, on va dire, presque intellectuel, cette invisibilité dans le droit, dans la réglementation, de cette catégorie, de cet ensemble d'entreprises que représentent les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Un autre problème qui est lié à cette invisibilité, c'est, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, c'est le fait que les contraintes économiques et financières qui pèsent sur les entreprises de l'économie sociale, notamment en termes d'accès au financement, contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes que celles d'entreprises à but lucratif, ces contraintes ne sont pas prises en compte. Et donc, on se retrouve avec des entités qui agissent parallèlement sur des marchés qui sont en concurrence, mais qui n'ont pas, mais qui ont des contraintes différentes qui ne sont pas reconnues par le droit. Le droit les mettant absolument à égalité du point de vue de la réglementation. Alors, cette inégalité entre entreprises à but lucratif classique, de type capitaliste, et entreprises de l'économie sociale a commencé un peu à être prise en compte au niveau de l'Union européenne, mais de façon extrêmement ténue, limitée. Un premier point à prendre en considération et très important à mon avis, c'est un arrêt qu'a rendu la Cour de justice de l'Union européenne en 2011 qui a reconnu la singularité des coopératives italiennes dans un contentieux qui concernait les aides d'État, donc un contentieux de droit de la concurrence, en disant que les coopératives italiennes n'ont pas les mêmes possibilités d'accès au financement que d'autres types d'entreprises, notamment capitalistes, notamment pas d'accès au marché financier pour financer leur activité, que par conséquent, les sommes qu'elles mettent en réserve sont absolument capitales pour l'investissement et pour la mise en œuvre, le développement de leur activité. Dans ces conditions, des exonérations fiscales peuvent tout à fait se justifier pour compenser cette inégalité structurelle et cette inégalité dans la compétition économique. Les institutions européennes ont également émis quelques règlements financiers dans les années 2013 qui donnent quelques avantages, on va dire, à certaines entreprises qualifiées d'entreprises sociales. Alors, on n'est pas tout à fait dans le champ exact de l'économie sociale et solidaire, mais on reconnaît que certaines entreprises ont des contraintes structurelles qui pèsent sur leur mode de financement et qu'il faut aussi valoriser, en tout cas compenser
par la réglementation. Alors, c'est pour essayer de remédier à ce problème, sortir de ce caractère binaire, du caractère binaire de l'organisation juridique entreprise à but lucratif, entreprise entité désintéressée, que j'ai proposé d'employer cette notion de lucrativité limitée pour qualifier l'ensemble des entreprises qui sont susceptibles de réaliser des bénéfices, mais qui n'ont pas pour but, statutairement ou réglementairement, de distribuer ces bénéfices ou ces profits aux propriétaires de l'entreprise, car la finalité de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire est bien autre. Elle consiste, Alain Coher l'a bien rappelé tout à l'heure, à mettre en œuvre des démarches, des activités de solidarité entre leurs membres, à développer, par exemple, une activité d'intérêt général. Et les bénéfices, on connaît les différentes contraintes qui pèsent sur la distribution, la répartition, l'utilisation des bénéfices. Alors, ma proposition, à l'issue de cette étude de 2017, consiste à créer dans la réglementation européenne, à côté des entreprises à but lucratif et des entités désintéressées, cette troisième catégorie d'entreprises à lucrativité limitée. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. Quelle a été la réception de cette notion au niveau européen, puisque nous avons commencé à tenter de la diffuser, en tout cas la proposer. Alors, je dois dire que cette notion a reçu un très bon accueil au Comité économique et social européen, puisque dans un avis d'initiative adopté en juin 2019, avis d'initiative intitulé « Vers un cadre juridique européen adapté pour les entreprises de l'économie sociale », le Comité économique et social européen a fait la promotion de cette notion pour une meilleure reconnaissance de l'économie sociale et solidaire dans le droit de l'Union européenne, en insistant ainsi pour la seconde fois sur la nécessité de reconnaître la diversité des formes d'entreprendre dans l'Union européenne, pour ne pas avoir une vision complètement monolithique de l'activité économique et de la façon de faire, d'avoir une activité économique. Alors ça, c'était un point extrêmement positif. Du côté des autres institutions européennes, une députée européenne, Madame Stéphanie Dion-Courtin, en avril 2020, a posé une question à la Commission européenne sur la possibilité d'utiliser, d'employer cette notion de lucrativité limitée et sur la possibilité d'élargir la portée de l'arrêt Paint-Graphos de 2011 dont je vous ai parlé à propos des coopératives italiennes. Sa question était de savoir si on ne pourrait pas faire application de la même jurisprudence aux mutuelles et aux associations, par exemple. Alors, la Commission a répondu, la Commission européenne, Vestager notamment, enfin, Commission européenne pour la Direction générale de la concurrence portée par Madame Vestager, donc a répondu le 27 juillet 2020 avec une réponse extrêmement prudente, disant qu'il fallait voir dans l'arrêt Paint-Graphos un arrêt d'espèce, c'est-à-dire un cas isolé, une affaire isolée, et que pour l'instant, il n'était pas question d'en tirer de plus grandes conséquences, en tout cas d'élargir sa portée à d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire, en disant même que cet arrêt était limité à certaines catégories de coopératives, ce qui me semble, à mon avis, extrêmement discutable. À la lecture de l'arrêt, rien ne permet de rétrécir à ce point le champ de cette décision. Alors voilà, pour l'instant, on en est là. Tout reste encore ouvert, je dirais. Beaucoup de choses sont en progrès. Il y a des travaux ouverts au niveau européen sur l'économie sociale, et donc il y a certainement matière encore à discuter. Alors, en troisième point, je voudrais, pour finir, quand même, peut-être commencer à faire moi-même la critique de cette notion de lucrativité limitée comme moyen de promouvoir l'économie sociale dans l'Union européenne.
Donc, c'est le troisième point. Je pense que les critiques qu'on peut envisager sont au moins de deux ordres. Il y a des critiques qui peuvent venir, je les conçois tout à fait, de l'économie sociale, du milieu de l'économie sociale lui-même. Ces critiques seraient, la première critique serait de dire, mais c'est une vision résumée, l'économie sociale et solidaire à la lucrativité limitée, c'est une vision extrêmement réductrice, extrêmement pauvre de l'économie sociale, c'est une vision technique. L'économie sociale et solidaire, c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, je l'entends tout à fait et j'en ai bien conscience. Une autre critique pourrait venir du milieu des affaires, du secteur marchand et lucratif, en disant mais il ne faut pas modifier l'état de la concurrence. Ce que demandent les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce sont des exonérations fiscales, ce sont beaucoup d'avantages et tout le monde doit être à condition égale de concurrence. Alors, je voudrais quand même dire, et je finirai par là, pourquoi il me semble quand même que nous pouvons défendre cette notion, que j'aimerais essayer de défendre cette notion de lucrativité illimitée de plusieurs façons. Tout d'abord, en disant qu'il n'y avait pas beaucoup d'options, à mon sens, pas beaucoup d'autres options, à mon sens, pour faire passer, valoriser l'économie sociale et solidaire dans le droit tel qu'il est organisé actuellement, le droit de l'Union européenne. Si on utilise une conception plus institutionnelle, on se heurte aux diversités nationales. Chaque État a ses modes d'économie sociale, ses organisations d'économie sociale, et il m'a semblé que passer par cette question de l'affectation des bénéfices, c'était une sorte de plus petit commun dénominateur. Une autre option, ça aurait été d'essayer de valoriser la finalité sociale de ces activités, de ces entreprises. Mais il y a une constante dans le droit de l'Union européenne, notamment dans le droit de la concurrence, qui consiste à dire que peu importe la finalité d'une activité, ce qui compte, c'est la façon dont elle fonctionne, la façon dont on la met en œuvre. Les finalités sociales, notamment, n'ont jamais autorisé d'exonération en matière d'aide d'État, par exemple. Donc, je me suis dit que la lucrativité limitée, c'était un bon moyen d'utiliser le langage, en fait, des institutions européennes et le langage juridique européen pour essayer de faire passer un message. Alors, comment, vraiment pour finir, articuler quand même cette notion de lucrativité limitée avec les autres modes de promotion de l'économie sociale? Il me semble nécessaire quand même de faire la synthèse de tout ça. Je pense tout d'abord qu'il serait très utile, dans un premier temps, de vraiment réussir à démontrer quelles sont les contraintes financières, peut-être de les chiffrer, d'avoir des études économiques sur les contraintes qui pèsent sur la compétitivité du fait des modes particuliers de financement ou plutôt des contraintes particulières qui pèsent sur les répartitions, sur le mode de propriété et la répartition des bénéfices. Si on arrive à démontrer parfaitement, dans un deuxième temps, que le désavantage compétitif est bien présent, on a deux choix. Soit dans une vision libérale, on laisse faire les choses. On dit peut-être que ce modèle de l'économie sociale et solidaire n'est pas le plus parfait et qu'il faut passer à autre chose. Ou bien on a une vision interventionniste. Une vision interventionniste qu'il faut soutenir. Et qu'on soutiendra comment, il me semble? Eh bien là, en démontrant effectivement l'intérêt, l'impact social de l'économie sociale, en démontrant le poids de l'économie sociale dans l'économie européenne et mondiale. Et ça passe bien sûr par un travail important en matière de statistiques et en matière de comptabilité internationale. Réussir à intégrer et à valoriser le poids de l'économie sociale dans la comptabilité nationale et internationale, c'est à mon avis un élément absolument majeur pour soutenir la modification réglementaire. Voilà, vous avez ici une liste de quelques arguments qui me semblent audibles pour le législateur européen dans le cadre d'analyse qui est le sien aujourd'hui. Et j'espère que nous pourrons en discuter plus longuement après. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maître Laetitia Rodriguez, pour votre
contribution très claire et intéressante, d'abord du point de vue juridique, dans la conception actuelle du droit de l'Union européenne, mais aussi du point de vue très pratique, en tout cas pour les entreprises de l'économie sociale solidaire, pourquoi la lucrativité est limitée et une notion importante pour faire connaître, aussi pour faire sortir de cette invisibilité de l'économie sociale solidaire dans le droit de l'Union européenne. Merci beaucoup. Je pense que vous avez fait très bien justement un passerelle à inviter notre prochain intervenant, Marie Bouchard, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Elle est responsable aussi de l'axe entreprise collective de Centre de recherche sur les innovations sociales crise. Elle est aussi présidente de la commission scientifique économie sociale et coopérative du Centre international de recherche et information sur l'économie publique, sociale et coopérative, donc connu CIRIEC International, et membre du comité scientifique des territoires innovants en économie sociale et solidaire, donc TIES au Québec, à Montréal, où elle agit également comme chercheuse principale de projet évaluation et mesure impact. Marie Bouchard, vous avez la parole. Je pense qu'elle va parler tout justement sur la question des statistiques et pourquoi on a besoin justement des statistiques qui seront reconnues par aussi les différentes institutions et organisations internationales. Marie Bouchard, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je cherche à voir comment les diapos sont présentés. Donc, je présume que vous avez les diapos. Merci beaucoup les rencontres virtuelles du Mont Blanc de m'avoir invité à participer au premier panel sur la lucrativité limitée. Comme vient de le mentionner Laurence, l'angle sous lequel je m'intéresse à cette question, c'est celui de la production de statistiques sur l'économie sociale et solidaire. Je participe en ce moment à un projet qui est mené à l'Institut de recherche des Nations unies sur le développement social, où nous faisons le point sur les approches pour représenter l'ESS du point de vue statistique. J'ai aussi mené avec l'Organisation internationale du travail récemment un projet sur les statistiques des coopératives. Ces travaux m'ont mené à voir qu'il reste encore certaines difficultés à surmonter pour bien représenter l'ESS dans les statistiques nationales. À cet égard, la notion de lucrativité limitée serait sans doute inspirante pour aider à mieux circonscrire l'ESS et en mesurer l'impact économique. Peut-être, voilà la deuxième diapo éventuellement. Merci. Alors, ces dernières années, un travail considérable a été fait pour mesurer l'ESS. On constate cependant que les différentes notions qui sont utilisées pour qualifier l'ESS et la variété des méthodologies rendent parfois difficile de faire une comparaison internationale. Bien sûr, pour l'ESS, ça représente, c'est le reflet des évolutions historiques, de la variété des conceptions, du développement progressif de l'ESS dans les différents contextes nationaux. Mais bien sûr, l'absence d'un consensus concernant les approches peut poser un défi pour faire la mesure statistique de l'économie sociale à l'échelle internationale. Une première tâche que toute production statistique doit faire, c'est d'identifier les entités qui doivent être perçues dans le périmètre et celles qui doivent être exclues. Si on va à la diapo 3, on voit le travail qui a été fait par différentes agences statistiques et des chercheurs pour développer des cadres conceptuels permettant de faire cette comparaison de l'économie sociale à l'échelle internationale. On va voir qu'il y a une succession de cadres conceptuels dont l'un, dans la succession, ne semble pas tout à fait se situer dans la continuité des autres. Merci pour la diapo. L'une des approches statistiques, celle du secteur sans but lucratif, naît aux États-Unis d'une recherche de l'Université Johns Hopkins. Elle aura une influence considérable puisqu'elle va mener à la publication en 2003 du Manuel des Nations unies sur les institutions sans but lucratif.
Le périmètre couvert, c'est celui que décrivait Laetitia tout à l'heure, les associations, les fondations, en fait, les institutions du secteur sans but lucratif. Les coopératives, les mutuelles financières en sont exclues. Je vais appeler, est-ce qu'on peut remonter à, merci, j'appellerai cette approche l'approche NPO. En s'appuyant sur cette initiative et en vue de la compléter, la Commission européenne a confié au CIRIEC en 2006 la tâche de rédiger un manuel sur les comptes satellites des coopératives et des mutuelles, s'appuyant sur une gamme de critères, et non pas seulement un qui serait le caractère sans but lucratif. On reconnaît les caractéristiques de l'économie sociale, la gouvernance. Est-ce qu'on peut rester sur la diapo, s'il vous plaît? Et la gouvernance démocratique, la propriété collective, le service, l'autonomie et l'indépendance, mais aussi la distribution limitée ou interdite des excédents. On reconnaît là les principaux traits de l'économie sociale tels que décrits dans de nombreux travaux. En 2018, deux développements significatifs qui, comme on le verra, ne vont pas nécessairement dans la même direction, notamment ce qui concerne une vision large et inclusive de l'ESS. En 2018, l'ONU adopte un manuel des comptes satellites des institutions sans but lucratif et institutions apparentées et travail bénévole. Il nomme aussi ce manuel Third Sector or Social Economy, ce qui nous fait croire que ce manuel est censé couvrir l'ensemble de l'économie sociale. En fait, ce manuel inclut certaines coopératives, coopératives de consommation, coopératives sociales, coopératives de solidarité, mais exclut la majorité des coopératives de producteurs, coopératives financières et mutuelles financières. L'autre progrès significatif en 2018, c'est la production des principes directeurs concernant les statistiques coopératives de l'Organisation internationale du travail. Comme on le voit, ce développement sur les coopératives n'avait pas été intégré dans le manuel de l'ONU de 2018, puisque celui-ci exclut une partie des coopératives. On peut passer à la diapo suivante. Les différents cadres statistiques que ces différents cadres statistiques présentent des paramètres variables. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? L'approche que j'appelle ici NPO concerne essentiellement les organisations à but non lucratif et les fondations. Les activités couvertes sont limitées à celles qui sont d'utilité publique ou d'intérêt général. L'approche économie sociale se fonde, comme je l'ai dit, sur une pluralité de critères, une famille d'organisations, la coopérative, la mutuelle, l'association et les organisations qui partagent les valeurs de l'ESS. L'approche TSE, la nouvelle approche de l'ONU, élargit le champ à certaines formes de coopératives, mais exclut toutefois la majorité d'entre elles. L'une des questions que cela pose est la représentation qu'on se fait de la coopérative, soit par extension, on pourrait dire la représentation qu'on se fait de l'économie sociale. J'aimerais revenir sur le cadre conceptuel de 2017. Le cadre conceptuel a été créé pour appuyer les lignes directrices sur les coopératives. On pourrait passer à la diapo 6, s'il vous plaît. La double nature des coopératives ou des entreprises d'économie sociale peut se refléter par l'identité des membres en tant qu'usagers et propriétaires collectifs. Le terme collectif n'est pas anodin puisque les membres de la coopérative ne sont pas individuellement propriétaires de l'entreprise, ils le sont à travers leur association. Les membres ne sont pas non plus les prétendants résiduels à la valeur économique de l'entreprise puisque la distribution des excédents est limitée, proportionnelle à l'usage et non au capital détenu. Sans compter que les réserves constituées sont durablement collectives, autrement dit, elles ne peuvent être partagées entre les membres. En conséquence, on voit bien que la fonction économique de la coopérative et par extension, comme l'a bien montré Claude Viennet, par extension à l'entreprise d'économie sociale, n'est pas de faire fructifier l'avoir des actionnaires, mais bien de valoriser le lien d'usage des membres
tout en favorisant le lien de gouvernance des usagers. Outre l'orientation de l'entreprise, le principal avantage économique d'un membre d'une coopérative est donc de maximiser l'usage qu'il en fait, soit en tant que producteur, consommateur ou travailleur, et ce, de manière durable. On comprend bien que, par cet exemple, que la notion de lucrativité limitée est importante puisque l'intérêt du membre ne se trouve pas dans la maximisation des profits sur son investissement. Exclure les coopératives du périmètre de l'ESS, tel que le recommande le manuel TSE de l'ONU 2018, c'est ne pas reconnaître que l'une des principales fonctions socio-économiques des coopératives et de l'économie sociale est de contribuer à une distribution juste et plus équitable des fruits de l'activité économique. On pourrait passer à la diapo 8 si quelqu'un est là pour le faire. Ça nous mène à nous pencher sur les effets rebonds des cadres statistiques sur la définition de l'ESS. Les statistiques sont des mesures standards qui permettent la comparaison dans le temps et avec d'autres phénomènes. Produire des statistiques pertinentes passe donc par un consensus fort sur ce qui doit être mesuré. Le champ de l'ESS est complexe, en évolution. Ça explique la variété des définitions, mais aussi des cadres conceptuels pour le mesurer. Mais cette situation n'est pas très différente de celle qui prévalait il y a peu concernant les nouvelles technologies de l'information ou le développement durable. En revanche, une fois produites, les statistiques contribueront à stabiliser les concepts. Il est donc important de se demander quelle représentation de l'ESS souhaite-t-on voir apparaître dans les comptes statistiques? Avec quelle approche souhaite-t-on mesurer et comprendre les effets de l'ESS sur les sociétés et l'économie? Si on regarde la dernière diapo, la figure forte du tiers secteur est l'organisation à but non lucratif, la NPO. Son identité est liée à la contrainte de ne pas distribuer les excédents, ce qui favorise bien sûr l'exonération fiscale, le financement public et le financement philanthropique. Le social, d'habitude, dans cette approche, se définit par la prise en charge de la pauvreté et des questions sociales, par des organisations de la société civile et par le bénévolat. On est clairement dans la non-lucrativité. La figure forte de l'approche TSE, donc cette extension de l'approche NPO, est toujours l'organisation à but lucratif, mais on sent aussi l'inspiration de l'entreprise sociale. On étend le périmètre au bénévolat hors organisation, par exemple entre voisins. L'intérêt public se définit par les limites ou l'interdiction de lucrativité. La notion de lucrativité limitée y est toutefois interprétée de manière très stricte, ce qui laisse voir peut-être une méconnaissance de ce que sont les coopératives et plus généralement les entreprises de l'ESS. L'économie sociale et solidaire, a pour figure forte l'association, la coopérative, la mutuelle, mais aussi d'autres formes d'organisation qui partagent les valeurs et les principes de démocratie et de solidarité économique. Ces principes permettent notamment la distribution des excédents aux membres en fonction de leur usage et non de leur investissement. L'économie sociale constitue alors une forme d'économie à part entière au sein d'une économie plurielle. Ici, le concept de lucrativité limitée paraît tout à fait approprié, notamment sous l'éclairage des modes de distribution économique pratiqués par l'ESS. Produire des statistiques sur un phénomène oblige à déterminer le périmètre à mesurer. Si la définition statistique de l'ESS se fonde sur une vision de l'économie comme étant soit à but lucratif, soit à but non lucratif, l'exercice peut sembler simple à première vue. Mais c'est peut-être aussi au risque d'être simpliste. En revanche, établir une définition statistique de l'ESS qui se fonde sur les valeurs ou les principes pose bien sûr le défi de l'opérationnalisation des frontières précises sur le plan empirique, surtout là où les législations sont inexistantes ou demeurent peu contraignantes, ce qui peut entraîner des coûts élevés pour établir une population statistique par voie d'enquête. L'arbitrage entre les deux est toutefois possible, comme en témoignent les productions statistiques récentes de l'ESS au Portugal ou au Québec, pour ne nommer que celle-là. Entre autres, grâce à une définition de l'ESS bien établie sur le plan institutionnel, non seulement par des législations, mais bien avant cela par un processus de reconnaissance mutuelle des acteurs et de l'ESS entre eux. Le concept de lucrativité limitée peut être utile pour faire avancer les choses.
L'intérêt du débat est déjà de permettre de sortir d'une conception binaire de l'économie évoquée tout à l'heure par Laetitia et de se faire une représentation plurielle de l'économie où l'ESS peut être représentée pour ce qu'elle permet de faire le mieux, c'est-à-dire repenser l'économie autrement. Le concept ouvre également la possibilité d'élargir le débat autour d'indicateurs d'impact socio-économique de l'ESS, entre autres, pour qualifier les effets distributifs particuliers à ces entreprises, que ce soit à court terme, en fonction des logiques d'usage pour les membres, plutôt que d'intérêt pour des actionnaires, ou dans une perspective de patrimoine durable à long terme pour les collectivités, ce dont on devrait saisir l'importance aujourd'hui plus que jamais. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Bouchard, pour votre contribution très informative et importante autour de la question de la production des statistiques sur l'économie sociale solidaire. Je crois que oui, effectivement, l'absence de production de statistiques fiables et de qualité sur l'économie sociale solidaire est vraiment un obstacle et une difficulté majeure, non seulement pour les acteurs de l'économie sociale solidaire, mais surtout pour les décideurs politiques qui accordent de plus en plus une attention très particulière au secteur de l'économie sociale solidaire, justement pour contribuer de façon plus optimale et aussi avec plus de place pour transformer notre économie, notre société dans ce contexte post-Covid. Je crois que c'est comme la production de statistiques sur l'économie sociale solidaire comme moyen de valoriser et visibiliser la contribution économique de l'ensemble de l'économie sociale solidaire à la production économique nationale et internationale. Je crois que c'est un enjeu très important. Un très grand merci en tout cas pour aborder cette question et je pense qu'on reviendra tout à l'heure plus un peu sur ce qu'on peut faire. Voilà, maintenant j'inviterai notre dernier intervenant, Benoît Boris. Il est un chercheur militant, essayiste et le concepteur du site www.economie.org, mais aussi cofondateur et animateur de l'association Autogestion. Il est également auteur de Au-delà de la propriété pour une économie des communs. S'appuyant sur l'étude de mouvements collectivistes les plus notables, cet essai se concentre sur les innovations sociales propres à accélérer la disparition de la propriété productive, par exemple au profit des communs articulés entre eux. Benoît Boris, vous avez la parole. Oui, merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Et je tiens d'abord à remercier les rencontres du Mont Blanc de m'avoir invité à ces premières réunions virtuelles, d'autant plus que mon profil, je dirais, est un petit peu à côté du cœur de l'ESS. Donc c'est avec un grand plaisir que nous allons débattre aujourd'hui de ces questions. J'ai voulu placer la question de la lucrativité limitée et puis de l'objet social dans une perspective transformatrice qui est de se demander pourquoi n'introduirions-nous pas ces concepts dans nos législations pour accroître l'engagement des entreprises traditionnelles à adopter un comportement de responsabilité sociale et environnementale. Pourquoi pas? Bon. Mais j'ai voulu, avant de répondre à cette question, voir comment la lucrativité limitée a été abordée dans l'économie sociale et solidaire avant de vouloir penser une quelconque, je dirais, transposition. Alors, pour cela, je vais diviser l'économie sociale et solidaire en deux types de structures. Celles qui sont dirigées par les usagers, là c'est la plupart d'entre elles, hein. Ce sont les coopératives d'usagers, les mutuelles, les associations. Et puis celles qui sont dirigées par leurs travailleurs, c'est les coopératives de travail. La gestion de ces deux types d'entreprises, pour aborder le concept de lucrativité limitée, elle est fondamentalement différente. Dans les premières, alors je ne sais pas si le slide numéro 1 est affiché, merci de le mettre. Dans les premières, je dirais que l'objectif, c'est de répondre à un besoin en réalisant une production. Et de ce point de vue, les travailleurs sont embauchés sur le régime salarial de la subordination.
L'objectif premier de ces sociétés, et les précédentes interventions l'ont confirmé, ce n'est pas de constater un excédent, mais c'est de réaliser une production qui soit socialement utile. Et si excédent il y a, alors c'est là que les règles de lucrativité limitée rendent en compte, ce qui signifie des règles précises pour retirer des liquidités, que ce soit sous forme d'intérêts plafonnés ou de ristournes coopératives pour les consommateurs. Et ce qui est laissé dans l'entreprise sera en réserve impartageable, ce qui signifie qu'il ne pourra pas y avoir une appropriation ultérieure de ces réserves par les sociétaires. Je vous remercie d'avance de mettre le deuxième slide. Dans les secondes, je dirais que les coopérateurs sont cette fois-ci les travailleurs et non pas les usagers. Donc, ils ont pour objectif de maximiser leur rémunération, ce qui est très très différent des premières. Besoin social, ce n'est pas a priori la raison première de l'entreprise. L'objectif, c'est de fournir des revenus à ses membres. Alors, par extension, on pourrait dire, oui, mais alors une telle entreprise, elle pourrait très bien fabriquer des armes. Il se trouve que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que dans la réalité, on s'aperçoit que dans ces formes d'entreprise détenues par les travailleurs, on assiste à un phénomène de début de désaliénation du travail dans lequel je me suis aperçu que tous ces travailleurs de coopératives ont à cœur d'avoir une production utile, une production qui est socialement et écologiquement intéressante. Alors la lucrativité limitée, bien sûr, elle existe, mais s'exprime très différemment. Elle se limite en fait à la rémunération du capital. Les travailleurs, ils ont le droit de se distribuer ce qu'ils veulent en tant que travailleurs et pas en tant que sociétaires. Tout au moins, je fais référence aux réglementations dans les SCOP. Mais en tant que sociétaire, la rémunération du capital l'a extrêmement limitée, comme dans les coopératives d'usagers. Alors, la question du croisement, je dirais, de ces deux formes de l'ESS, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas un sujet nouveau. Ça nous renvoie aux débats qui ont eu lieu en 1860 au sein de l'expérience des pionniers équitables de Rochdale. Alors, on est 1860, 17 ans après le début de l'expérience, et au sein d'une des entités de Rochdale, la société coopérative manufacturielle de Rochdale, se pose la question de savoir qu'allons-nous faire du surplus, qu'allons-nous faire des excédents. Est-ce qu'on va les reverser aux sociétaires, qui sont majoritairement des consommateurs, ou est-ce qu'on va les rétrocéder aux travailleurs? Alors, là, il y a ces deux positions. Les travailleurs, et puis notamment les tisserands fondateurs, estimaient que ce surplus, c'était le produit de leur travail. Cependant, là, on se retrouve à 17 ans après la fondation et l'ensemble coopératif de Rochdale a bien grossi. De nouveaux membres se sont inscrits, qui sont des consommateurs, et pour ceux-ci, les travailleurs, ils ont reçu leur dû au titre du salaire. Et si excédent il y a, il doit être reversé aux consommateurs. Alors ceux-ci, ils ont pu faire valoir leur poids numérique. L'Assemblée générale a abandonné le principe de la distribution des excédents aux travailleurs par 502 votes contre 162. Alors, on dit souvent que Rochdale est à l'origine des coopératives de consommation. Je pense que c'est un petit peu réducteur parce que l'originalité de Rochdale, c'est justement d'avoir été fondée par des travailleurs qui avaient un projet global de transformation de la société. Donc 1860, c'est à la fois, je pense, un tournant raté du mouvement coopératif et d'une certaine façon l'acte de fondation de la coopérative d'usagers telle que nous la connaissons aujourd'hui. Je tire ces faits d'un livre très ancien du 19e siècle de George Jacob Olioake, Histoire des pionniers équitables de Rochdale, qui a été traduit en 1890, traduction française, je l'ai lu dans la version française, par Marie Moret, et qui a été republié récemment aux éditions du commun en 2017. Donc édition du commun, ça signifie que vous pouvez y accéder en libre sur l'Internet. Je pense que ces coopératives multicollèges que l'on voit aujourd'hui, alors je pense aux coopératives de solidarité du Québec, je pense à la coopérative sociale italienne, je pense à la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif français, elles tentent de renouer avec cette origine. J'en suis à peu près sûr, c'est-à-dire tenter de marier le pouvoir des travailleurs avec un intérêt social. Donc, je vais être très clair, c'est indiscutablement une avancée, mais je suis vraiment désolé d'avoir un point de vue critique sur un point essentiel, qui est celui qui a fait défaut à Rochdale en 1860.
c'est que les travailleurs dans ces structures coopératives restent minoritaires et ne peuvent pas réellement s'approprier la totalité de la valeur ajoutée. Et de ce fait, et c'est une réalité, la gestion de ces coopératives, elle ressemble énormément à celle des coopératives d'usagers. La seule différence, c'est la présence des salariés dans le conseil d'administration. Alors c'est la raison pour laquelle je n'ai pas jugé bon de les représenter spécifiquement dans mon tableau, puisque je les assimile de facto à des coopératives d'usagers. Alors, comment dépasser cet antagonisme entre ces deux structures de l'ESS? Franchement, je sais que je m'attaque à un grand chantier, mais je pense que l'idée générale, c'est d'avoir deux pouvoirs qui se confrontent et coopèrent. C'est celui des usagers et partenaires d'un côté, celui des travailleurs de l'autre. Si les usagers doivent avoir le dernier mot sur les prix et le contenu de la production, ce qui est une logique, la logique, j'irais, de l'ESS en tant que réponse aux besoins sociaux, les travailleurs doivent diriger leur travail, définir l'emploi en fonction des décisions des usagers et en fonction des discussions avec les usagers, mais être maîtres de leur valeur ajoutée et de leur rémunération. Donc la lucrativité limitée dont on parle, c'est celle sur le capital, celle qui s'applique dans les coopératives de travail. Les parts sociales sont peu ou pas rémunérées et il y a formation de réserves impartageables. Alors ça, j'ai tout à fait conscience que ce sont de grandes révolutions dans le monde de l'économie sociale et solidaire. J'ai bien conscience que c'est loin d'être acquis, mais je reste persuadé que c'est la bonne voie si on veut entraîner l'ensemble de l'économie dans un cercle vertueux. Alors, il y a eu, je pense, quelques tendances, tentatives de transposition de règles de lucrativité limitée dans certaines législations. Ça s'est fait en France avec la loi ESS de 2014. Alors, cette loi ESS de 2014 crée en fait une cinquième catégorie de sociétés de l'économie sociale et solidaire, à côté des coopératives, des mutuelles, des associations et les fondations. Cette cinquième catégorie, c'était des sociétés de capitaux qui s'engagent à définir un intérêt social, une gouvernance démocratique, bon, ce n'était pas défini dans la loi, soyons clairs, et à ne pas distribuer plus de 50% des résultats en dividendes. Bon, mais il faut savoir qu'avec cette évolution, les associations d'insertion économique par l'activité ont été farouchement opposées à cette évolution. Elles fonctionnaient avant dans une logique de subventionnement, et puis voilà que maintenant s'instaure une logique d'appel d'offres dans lesquelles elles sont mises en concurrence avec des sociétés de capitaux labellisées ESS et qui sont souvent des filiales de grands groupes. Et voilà pourquoi elles étaient vraiment montées contre cette réforme. Je voudrais qu'on passe au slide 3, si vous le voulez bien, dans lequel on se réfère maintenant à la comparaison avec les sociétés de capitaux traditionnelles. Là, je dirais, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Je dois juste mentionner la loi française Pacte, plan d'action, croissance et transformation des entreprises de 2019, donc une loi très récente, qui prévoit que les entreprises puissent se doter d'une mission à côté de la finalité première de la société de capitaux, qui est de valoriser le capital. Donc c'est quelque chose de très timide, qui est sur une base volontaire, et puis qui finalement n'engage pas à grand-chose. Il n'y a qu'un seul groupe qui l'a fait, groupe coté en bourse, c'est Danone. Je dirais que c'est plus pour soigner son image que pour réellement se transformer. Mais là encore, on s'aperçoit qu'il s'agit d'objet social et pas de lucrativité limitée. Alors, généraliser la lucrativité limitée à l'ensemble de l'économie par la législation, je vous avouerai que c'est une voie qui me paraît assez peu probable. L'exemple de la loi ESS de 2014, ça nous a montré que ce choix est toujours facultatif et assez paradoxalement, lorsque ça a été utilisé, ça a été fait pour augmenter au contraire les profits. Et si ça devait être imposé à l'ensemble des sociétés de capitaux, ben je pense qu'il y a fort à parier que ça dévalorisera les sociétés de capitaux. Ben oui, puisque la valorisation des sociétés de capitaux, c'est une fonction des dividendes espérés, attendus. Donc, si on ne pose pas à la fois la question de la lucrativité limitée du capital et la question du pouvoir des actionnaires de façon simultanée, je pense que ces derniers s'abstiendront d'investir et ça sera une catastrophe. Donc, je crois que la question posée par Rochdale dans le cadre de l'ESS, qui était celle de la maîtrise totale de la valeur ajoutée par les travailleuses et les travailleurs, revient ici en force dans le cadre de l'économie en général. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc,
je pense qu'il ne faut pas, et en conclusion, je pense qu'il ne faut pas simplement poser la question de l'introduction de la lucrativité limitée, mais celle en même temps du pouvoir simultanément pour que les sociétés d'une façon générale restent viables. Et ça signifie donc clairement qu'au final, le pouvoir doit être confié d'une part aux salariés, de façon à ce que ceux-ci soient rémunérés par la valeur ajoutée qu'ils produisent et de sortir de la relation salariale, et puis aux usagers pour que l'intérêt social de l'activité soit garanti. J'ai bien conscience en disant ceci qu'il ne s'agit pas d'une simple évolution, mais très franchement d'une révolution. Comment l'économie sociale et solidaire peut-elle y répondre? Tel est l'objet du débat. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Benoît Boris, pour votre contribution sur ces différentes orientations en termes de finalité et de lucrativité entre deux familles d'entreprises de l'économie sociale solidaire, notamment entre des traditions de coopératives des consommateurs et des coopératives des travailleurs. Je crois que vous avez dit qu'il ne faut pas seulement poser la question de l'introduction de la lucrativité limitée, mais celle de pouvoir des travailleurs et pouvoir des usagers pour que ces sociétés de l'économie sociale solidaire restent viables et plus durables. Voilà, donc je pense que le débat est ouvert. Alors, en tout cas, je pense que c'est des exemples que vous avez donnés, en tout cas, qui font un peu d'une évolution, en tout cas, de cette notion ou ce concept dans la loi de l'économie sociale solidaire de 2014, en tout cas la loi française de 2014. Je pense que c'est intéressant. Maintenant, je pense que de toute façon, il faut d'abord remercier encore une fois à nos 3 experts de panel qui nous ont vraiment donné beaucoup d'informations, mais aussi un cadre légal, intellectuel, mais aussi de point de vue très pratique, avec l'approche même de militants sur cet antagonisme entre la notion de lucrativité limitée et aussi de pouvoir des usagers et des travailleurs. Je pense qu'on va avoir justement un échange très intéressant et très riche suite à ce panel très intensif, très informatif, qui nous a aidé vraiment pour approfondir cette notion de lucrativité limitée et l'intérêt général. Voilà, je pense que je voudrais maintenant ouvrir un peu la discussion avec le public. Je donnerai d'abord la parole aux participants qui souhaitent poser des questions aux panélistes. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser en bas de l'écran icône, je pense que c'est lever la main et vous pouvez dire qui vous êtes et aussi votre question adressée à qui parmi les 3 panélistes. Vous pouvez aussi utiliser peut-être dans la boîte de chat pour poser votre question. Chers participants, si vous avez des questions à poser ou des commentaires à partager, veuillez utiliser l'icône en bas, levez la main ou à droite, pour moi en tout cas à droite de l'écran, dans l'espace de chat pour poser vos questions. Bon, pour le moment, je ne vois personne. On a une question de Edgar Montenegro. Si tu peux la prendre. La question, elle est où? Ah, voilà. La question est... Ah, pardon, c'est disparu. La question, pourquoi les États, en considérant un peu des produits historiques de chaque société, ne fait pas l'organisation coopérative et mutuelle pour les gens un peu marginalisés de notre économie,
comme un clé de autosuffisance alimentaire et oh, comment ça s'appelle, de vivienda, un peu de pardon, ce que j'ai dit. Alors, en espagnol, je crois que M. Edgar Montenegro, il a posé la question ¿por qué los estados, siendo un producto de la historia de cada... Pourquoi l'État, tout en étant un produit de la société, soutient les coopératives en tant qu'un élément de suffisance, d'autosuffisance par rapport à la nutrition et aux familles? Vous vous sentez à l'aise? Je pense que vous pouvez aussi répondre à cette question. En français, donc, la question, c'est pourquoi les États, étant un produit de l'histoire de chaque société, n'encouragent-ils pas l'organisation coopérative et mutuelle des personnes en marge de leur économie en termes d'autosuffisance alimentaire et de logement? Alors, deuxième question, sur quelle base pourrait fixer le niveau de lucrativité? OK, Marie. Oui, merci. Merci pour la question. Merci aussi pour l'autre question, mais je vais essayer de m'adresser à la seconde. Ce que j'essayais de montrer tout à l'heure, c'est qu'il m'apparaît erroné, ou en tout cas limité, pour reprendre ce terme, de fixer un seuil sur la lucrativité limitée. N'importe quel comptable peut voir que les profits peuvent être camouflés un peu partout dans l'entreprise, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement très clair lorsqu'on dit qu'il faut limiter à 50%, par exemple, la distribution des bénéfices aux propriétaires. D'ailleurs, on reprocherait aux coopératives, d'une certaine manière, de faire justement cela, de distribuer avant, de prédistribuer les bénéfices à des propriétaires, ce qui expliquerait leur exclusion du secteur sans but lucratif. En même temps, d'un autre côté, on permettrait à des entreprises à but lucratif d'être considérées à lucrativité limitée, pour autant qu'elles ne distribuent pas plus de 50% de leurs bénéfices déclarés à leurs propriétaires, ce qui finit par être une contradiction et une mauvaise compréhension de ce processus, de ce mécanisme de prédistribution qu'exerce la coopérative. C'est pour l'instant mon opinion. Quelqu'un a peut-être autre chose à dire à ce sujet. Laetitia? Oui. Alors, je pense aussi, donc, si l'on devait intégrer la notion de lucrativité limitée dans la réglementation de l'Union européenne, effectivement, se poserait la question de la définition de cette notion. Et je pense également, comme Marie, qu'il ne faudrait pas fixer de seuil, de curseur très précis quant au niveau de répartition des excédents, de distribution des profits aux membres ou de mise en réserve. Je pense que pour rester dans le champ de l'économie sociale, il faudrait assortir la notion de lucrativité limitée d'éléments de nature institutionnelle, et c'est ce qu'a commencé à faire d'ailleurs la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt que j'ai cité de 2011, c'est-à-dire qu'elle associait les contraintes financières qui pesaient sur les coopératives, les règles particulières de distribution des excédents, elle les associait aux règles institutionnelles, démocratiques, la primauté de la personne, la règle une voix, une personne, une voix,
les deux étaient vraiment très intimement liés. Donc, la règle économique ou financière était vraiment toujours en connexion directe avec un certain nombre de principes fondateurs de fonctionnement de l'économie sociale qui sont porteurs, qui sont vecteurs des valeurs de l'économie sociale. Oui. Oui, pour répondre sur la question de la lucrativité limitée, puis après je m'intéresserai à la première question. Il me semble qu'on a quand même dans nos législations, notamment je pense à celle des SIC en France, un plafonnement de la rémunération des parts sociales. Une fois ceci posé, moi je rejoins complètement Marie Bouchard sur l'idée de dire que oui, mais ce surplus est un petit peu fictif puisque c'est fonction un petit peu du niveau des salaires qu'on a placés au démarrage dessus et que donc on aurait placé des salaires plus élevés, il n'y aurait peut-être pas eu de surplus et peut-être pas de rémunération. Donc c'est quelque chose qui effectivement est assez difficile, je dirais, à implémenter. Sur la question maintenant de pourquoi les États n'impulsent pas de coopératives, de mutuelles à destination, je dirais, des publics défavorisés ou à destination de l'autosuffisance alimentaire. Et je crois qu'on rejoint là une question qui est vraiment historique de la relation entre les coopératives, le mouvement coopératif et puis l'État. Ça a toujours été un mouvement relativement à la fois contradictoire et conflictuel, très difficile. La thèse que je défends dans mon livre « Au-delà de la propriété pour une économie des communs », dans lequel je m'inspire beaucoup du fait coopératif pour le dépasser, nous montre que quelque part, la coopérative, c'est peut-être la première forme du commun. Et je pense que la généralisation du commun à l'ensemble de la société pose la question du dépassement de l'État de facto. Je le présente comme ceci. Mais pour y répondre plus simplement, à partir du moment où on pose les questions d'autosuffisance alimentaire, qu'on les met dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, d'une économie coopérative, d'une économie mutualiste, on pose la question de l'auto-organisation des individus et de ce facto, on s'interroge sur l'aide de l'État. Alors bien entendu, il y a une relation qui est conflictuelle parce que l'État a des moyens financiers et qu'à un moment donné, il peut être dans la revendication des coopératives ou des mutuelles que l'État soutienne ces initiatives. Je pense que l'exemple que Laetitia nous a donné tout à l'heure au tout début sur le traitement différencié qu'on doit avoir entre des entreprises à lucrativité limitée et des entreprises à lucrativité totale, je crois il reste pertinent. C'est pour ça ce sont des expériences qui s'inscrivent en dehors de l'État, auxquelles l'État n'est pas favorable, et en même temps, il me semble logique qu'on interpelle l'État sur la question des moyens financiers, de façon à ne pas avoir un traitement égal avec les sociétés de capitaux. C'est complémentaire. Merci Benoît. Merci Benoît. Alors, nous avons d'autres questions qui sont arrivées aussi. Donc, Monsieur Libéré Bucovero, je crois qu'il pose la question. Est-ce que les capitalistes ne peuvent pas taxer des communistes, les économies sociales solidaires pour résister contre leur influence ou les combattre carrément? Et puis, il a ajouté encore, certaines sociétés peuvent porter une double casquette. Comment reconnaître ou limiter un tel comportement? Alors, il a précisé et il entend par cette double casquette comme est-ce que les multinationales peuvent être des économies sociales solidaires? Voilà, je pense, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Alors, peut-être quelqu'un, en tout cas parmi vous. Ah oui, Benoît, commencez. Oui, je crois qu'on est dans une situation qui est assez paradoxale sur la question du mouvement coopératif et savoir est-ce qu'on peut être taxé de communiste ou pas. Je précise que le mouvement coopératif international est peut-être un des seuls qui ne s'est pas divisé dans la guerre froide, donc à l'époque du bloc dit socialiste, mais on avait très très bien conscience ici à l'Ouest que les coopératives d'Europe de l'Est ne fonctionnaient pas réellement comme des coopératives, je dirais autonomes et réellement coopératives. Il y avait un côté institution étatique qui restait quand même assez fort et qui était pour le moins troublant.
Donc c'est vrai qu'à une époque, je dirais que le côté coopératif était largement mis en avant en Occident, je dirais, comme une façon de faire de l'économie démocratique, de faire une autre économie, etc. Aujourd'hui, je dirais, on est dans une autre approche dans laquelle on commence à poser des questions de la part de certaines multinationales qui disent est-ce que vous vous troublez les règles du marché, vous introduisez des biais, on voit que ce type d'attaque est de plus en plus forte. On l'a vu il y a quelques années sur la question des mutuelles, par exemple, pour les soumettre aux règles générales de l'assurance. Donc on se retrouve un petit peu dans une situation aujourd'hui presque inverse. Mais il me semble qu'il est important, plutôt que de se faire traiter de communiste, qui est quelque chose qui ne me séduit pas énormément, pour ne rien vous cacher, il me semble extrêmement important plutôt de mettre en avant la question de la démocratie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la question qui est fondamentale. C'est qui décide dans l'économie de demain et avec quels moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les questions sont beaucoup plus tendues, ces questions sont beaucoup plus tendues, avec un capitalisme qui est quand même relativement en crise, notamment avec cette crise du Covid-19, que ça n'a pu l'être dans le passé. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, je pourrais ajouter du point de vue du droit de l'Union européenne que, effectivement, j'entends bien la remarque et certains peuvent effectivement imaginer une tendance vers le communisme. Il faut bien saisir que le traité de l'Union européenne précise que les institutions européennes, l'Europe, l'Union européenne, est neutre, proclame sa neutralité du point de vue de la propriété des entreprises. Ça veut dire que les règles du traité ne sont pas, et les règles du droit dérivé ne sont pas supposées favoriser ou empêcher un mode de propriété, et on peut en déduire des règles de fonctionnement des entreprises plutôt que d'autres. Il y a ce principe de neutralité. Or, ce qu'on constate dans l'organisation juridique actuelle, c'est au contraire c'est un standard. En fait, le droit de l'Union européenne véhicule le standard unique de l'entreprise comme entreprise à but lucratif cherchant à maximiser son profit. C'est une vision qu'on retrouve, une image qu'on retrouve dans beaucoup de textes, dans la jurisprudence, dans les raisonnements des avocats généraux, dans le contentieux de la concurrence. Et il me semble que justement, travailler à la réhabilitation ou à la reconnaissance des entreprises de l'économie sociale dans le droit de l'Union européenne, c'est justement coller avec ce principe de neutralité qui est affiché dans le traité et rétablir, redonner une place à cette diversité, enfin ce mode différent d'entreprendre, tout simplement. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore une autre question de Monsieur Nicolas Cruz-Tineo. Il a posé la question, considérant que les sources fondamentales de richesse sont le travail et la nature, création collective, comment justifier un profit individuel après la satisfaction des besoins de base? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Ah. Benoît? Je veux bien tenter, oui, je veux bien tenter. Oui. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est confronté à
un enjeu écologique majeur, ça on le sait tous, notamment le réchauffement climatique et la biodiversité. Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas sur le fait qu'effectivement la source, je dirais, de la richesse, c'est à la fois le travail et la nature. Je trouve que c'est une expression qui est intéressante. Pendant de nombreuses années, on a oublié le côté nature et on a fait, je dirais, du travail la seule source de richesse. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve coincé sur la question du mode de développement que l'on a. Est-ce que le développement que l'on a est soutenable? On a aujourd'hui un très fort penchant sur ce qu'on appelle le Green Deal. Donc l'idée, c'est de dire la croissance va continuer telle qu'elle va continuer. La seule chose, c'est que nous allons investir dans les énergies vertes, investir dans l'efficience énergétique. C'est un pari qui est pour moi assez osé, assez risqué. Et je comprends tout à fait la question de Nicolas Coustineo, qui consiste à se demander si au-delà des besoins essentiels, massacrer la nature, ou tout au moins c'est comme ça que je comprends sa question, est quelque chose qui est justifié aujourd'hui à l'égard des générations futures. C'est ce que je comprends de sa question et je pense qu'elle est absolument légitime. Et encore une fois, cette question des besoins vitaux qui ne sont pas les mêmes d'une période à une autre et ceux qui peuvent être satisfaits aujourd'hui, je crois que c'est une question de débat collectif et nos structures d'économie sociale et solidaire qui ont un caractère démocratique peuvent amener ces questions-là sur le devant de la très clairement. Merci beaucoup, Benoît. Je vous dis encore, il y a deux questions. Je pense que la question de Monsieur Iergos Alexopoulos, je crois que Marie a déjà répondu dans la box, dans la boîte de chat, mais il a posé la question, est-il suffisant de se référer uniquement à la rentabilité limitée sans toucher à l'idée ou à l'application de verrouillage des actifs? Je ne sais pas si Marie, est-ce que vous voulez reprendre? Et puis en même temps, il y a une autre question donc, de monsieur Edgar Montenegro qui a posé la question, le monde est-il piégé dans des catégories d'analyse qui ne sont pas suffisantes pour résoudre des problèmes vitaux, de sorte que le Covid-19 ne nous permet pas de penser différemment? Alors, qui peut répondre à ces deux questions? Oui, Laurence, merci de me proposer de prendre la parole. Oui, à Yorgos, l'idée du asset lock, de l'interdiction de distribution entre les membres des réserves constituées, leur pérennité dans le temps, est tout à fait un de ces concepts qui est mal saisi très souvent dans cette idée de comment concevoir l'économie sociale. On pourrait aussi y voir peut-être le principal indicateur à long terme de développement durable sur le plan économique. Je crois qu'on sous-estime ce que pourrait représenter cette mesure de l'économie sociale plutôt que d'essayer de la mesurer par des concepts qui sont mal appropriés. Je pense à celui de la valeur ajoutée. J'y reviendrai dans 2 secondes. Je crois que si on commence à regarder ce que valent les entreprises d'économie sociale en termes d'actifs durablement collectifs, on a une représentation de l'économie qui est très différente. Dans la même foulée, est-ce que les catégories, les conventions utilisées pour l'économie et la comptabilité en général sont... Est-ce que nous sommes piégés? Je crois que oui, en partie, puisque ces décisions sur les normes comptables sont prises à des échelles qui dépassent même celles des gouvernements, puisque ce sont des accords internationaux qui régissent ces normes comptables. Mais on voit bien que certaines sont mal appropriées pour parler de l'économie sociale. On n'a qu'à voir le nombre de termes, du moins en français, mais également en anglais, qu'on a développé pour remplacer la notion de profit, parlant d'excédent, de trop perçu, dépendant
du lien d'usage du coopérateur ou du membre à son entreprise d'économie sociale, cette notion de profit n'est pas appropriée et donc on l'a recadrée. De même, puisqu'on l'a recadré, ce n'est pas pour rien. Il y a un processus, comme je le disais, de prédistribution qui se produit à travers l'économie sociale, ce qui fait qu'une partie de ce qui serait compté comme de la plus-value dans une entreprise classique se retrouve en dehors de l'entreprise d'économie sociale, soit dans la poche du consommateur qui n'a pas déboursé plus qu'il le fallait pour son bien ou son service, soit dans la poche d'un producteur qui a reçu un prix acceptable pour la vente de son produit ou de son service. À la limite, elle pourrait être acceptable pour le travailleur de la coopérative de travailleurs, mais comme l'a montré Benoît, le fait qu'il y ait des consommateurs, notamment dans les coopératives multisociétaires, fait qu'au final, là encore, la notion de plus-value saisirait mal la richesse produite par l'économie sociale. Merci beaucoup, Marie. Je crois qu'il y a 3 personnes qui ont demandé la prise de parole. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez lever votre main, on vous donnera la parole. On va ouvrir votre micro. Allô? Oui. Allez-y. Allô? Je suis du Sénégal. Je travaille dans une organisation non gouvernementale, une ONG qui s'appelle Green Sénégal, groupe de recherche et d'études environnementales. Et nous sommes partenaires d'une autre organisation belge, Solidarité Socialiste, SOLSOC. Alors, le débat il est très intéressant parce que nous travaillons aussi sur la thématique économie sociale. Et solidaire. Et à l'exposé de Laetitia, j'ai bien aimé les 2 critiques qu'elle a eu à formuler, enfin, que les gens se formulent aussi, notamment en ce qui concerne cette dimension trop réductrice de l'économie sociale calée avec la lucrativité limitée, parce qu'on se rend compte ici que dans les entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est plutôt l'impact social, l'impact environnemental tiré de l'initiative d'économie sociale et solidaire qui est mise au devant. Alors, ça pose également la question des statistiques, parce que véritablement, pour être bien reconnu au niveau national aussi et être bien comptabilisé comme impact au niveau national, c'est vrai qu'il nous faut également des statistiques. Mais là aussi, il y a des contraintes. C'est vrai que les initiatives d'économie sociale et solidaire se différencient d'un État à un autre, d'une contrée à une autre, en fonction également du niveau de prise en charge ou du niveau d'implication politique des États. En tout cas, en ce qui nous concerne au niveau du Sénégal, nous sommes confrontés à ces difficultés-là. D'abord, niveau statistique, pour bien mesurer l'impact de l'économie sociale solidaire au niveau national ou bien sur la comptabilité publique nationale. Ce travail n'est pas encore fait. Et Dieu sait que si on l'avait fait, on se rendrait compte du travail important que ça se ferait. Maintenant, aussi sur la lucrativité limitée, oui, parce que au niveau des initiatives, la question qui est posée réellement, c'est une question d'accès. C'est une question d'accès à des services, c'est une question d'accès également à des ressources. C'est pourquoi les gens se regroupent dans des initiatives d'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas qui est-ce qui va répondre à la question, mais c'est une réflexion que je voulais partager avec tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fall. Qui va prendre la parole pour lui répondre? Laetitia? Oui,
je peux juste peut-être rebondir sur ce caractère très technique, enfin, de mon point de vue, mais je pense qu'on le partage beaucoup, enfin, on est nombreux à le partager, le caractère très technique de cette notion de lucrativité limitée et son caractère restrictif, comme si on la prend comme seule voie d'entrée, comme seule voie de reconnaissance dans la réglementation. J'ai bien conscience de ce que c'est une approche très pauvre de l'économie sociale, mais elle m'a été dictée, alors elle m'a été dictée par le cadre institutionnel et juridique actuel du droit de l'Union européenne, tel qu'il est actuellement, tel que la réglementation est rédigée aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chemin d'accès que de démontrer que les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont des contraintes de compétitivité que n'ont pas les entreprises lucratives, à but lucratif. C'est la seule façon pour elles aujourd'hui, dans l'état actuel de la réglementation, il me semble, de faire entendre leurs différences et d'être reconnus comme acteurs économiques nécessitant éventuellement des réglementations différenciées. Alors, peut-être que dans l'idéal, certains ont tenté de faire valoir d'autres éléments, notamment les règles de fonctionnement, l'organisation institutionnelle, et surtout, c'est un argument qui revient régulièrement, alors pas nécessairement que pour l'économie sociale, mais un argument qui revient régulièrement dans le contentieux, notamment des aides d'État, c'est l'impact social, la finalité sociale de l'activité, les bénéfices sociaux pour l'ensemble de la collectivité, voire l'intérêt général, mais c'est toujours un argument qui est retoqué. Dans l'argumentaire juridique de l'Union actuelle. C'est pourquoi je suis passée par un autre discours, par un autre argument. C'est un peu un travail d'avocat que j'ai fait là. Mais c'est effectivement une vision réductrice. Je pense peut-être qu'à l'avenir, les choses évolueront, mais actuellement, dans le droit de l'Union européenne, c'est peut-être un moyen d'entrée, un moyen de reconnaissance. Voilà ce que je pouvais juste apporter. S'il y a d'autres orateurs, en tout cas, qui voudraient réagir ou donner des éléments de réponse, Benoît ou Marie? Non? Alors, je pense que c'est dans ce cas-là... Marie? Tu veux prendre la parole? Non. Alors, je pense qu'il y a à la fois le commentaire, mais aussi la question posée par M. Jacques Debry, Febeco. Il a dit, en réalité, peut-on dissocier la question de la lucrativité autres principes coopératifs ou de l'économie sociale solidaire? Limiter la distribution des bénéfices ne suffit pas. Ce qui fait la spécificité des modèles coopératifs, c'est la conjonction de trois principes. Première, le caractère nominatif des parts sociales et donc cessibilité très limitée. Deuxièmement, la délimitation de la distribution des bénéfices au capital en tant que tel. Troisième, la limitation des pouvoirs de vote dans les AG. Conclusion, absence de possibilités de démarche spéculative sur la valeur des parts de capital qui neutralise le pouvoir de capital. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui veut répondre ou commenter. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. On a abordé volontairement la question sur la question de l'objet social et de la lucrativité limitée, qui est une approche, mais on ne peut pas dissocier ça du reste, j'en suis absolument persuadé. Alors, il a cité 3 points, j'en rajouterai quand même un 4e qui me paraît important,
c'est la question de l'impartageabilité des réserves, qui est aussi un fait coopératif important, c'est-à-dire l'idée de l'inappropriabilité de ce que l'on conserve au sein de l'entreprise. Voilà, mais entièrement d'accord. Merci Benoît. Je crois qu'il y a encore deux autres questions rapidement. Donc de monsieur Edgar Montenegro qui pose la question: Covid-19 ne dissout pas les intérêts, mais il montre la nécessité d'un monde nouveau qui assume la responsabilité des secteurs marginaux. Et puis je dis en même temps aussi la question, ou plutôt les commentaires de monsieur Benouaïcha Mostafa de Maroc. Il dit: au Maroc, l'État encourage l'économie sociale solidaire. L'économie sociale solidaire est un mode de production basé sur la primauté de l'homme, le respect de l'identité coopérative basée elle-même sur les principes universellement reconnus, donc la distribution des excédents au prorata des activités. Le programme de lucrativité est déjà réglé à travers ce respect. Donc, c'était plutôt commentaire. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question de M. Edgar Montenegro? Je répète, donc le Covid-19 ne dissout pas les intérêts, mais il montre la nécessité d'un monde nouveau qui assume la responsabilité des secteurs marginaux. C'est une question très générale, mais très importante. Je vais tenter, enfin j'ai une réflexion qui me donne. La crise du Covid-19 a été très contradictoire suivant les pays et on a vu que très généralement les États ont investi de façon contracyclique, de façon absolument majeure. Pour certains, c'était à juste titre, pour d'autres, c'était sauver, je dirais, un système économique tel qu'il est. Je pense que l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui challengée là-dedans sur comment prendre le relais, c'est-à-dire qu'il n'est pas certain, je crois que là pour l'instant on est dans une discussion sur est-ce que ces politiques contracycliques vont pouvoir fonctionner indéfiniment, la question de la planche à billets, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit ça n'est pas inflationniste, et si demain ça l'est, qu'est-ce qui va se passer, comment donc je pense que là, ce qui s'est passé, c'est vraiment un soutien immédiat des États au système tel qu'il est, tel qu'il fonctionne. Et très sincèrement, je pense que l'économie sociale et solidaire a une carte à jouer maintenant en termes d'auto-organisation des populations face aux risques qui vont se poser dans les années qui viendront. Alors on pense bien entendu aux risques sanitaires, puisque beaucoup, très pessimistes, je n'ai aucune opinion là-dessus, disent que le Covid-19 n'est que le premier élément d'une série, je n'ai aucune opinion là-dessus. Par contre, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est le défi écologique qui s'offre à nous. Et je pense plus que celui-là ne peut que se régler par une discussion entre humains, une discussion d'égal à égal sur quel est le mode de développement que nous voulons avoir. Et je pense que sur un mode de développement qui sera peut-être plus centré sur la nature, je ne vois guère que des structures démocratiques de type économie sociale et solidaire ne pour répondre à ce défi. Merci beaucoup Benoît. Je crois que la dernière question, je dirais, donc c'est la question qui vient de M. Raymond Saner à Raetitia. Alors en fait, la propriété sociale pourrait-elle être utilisée pour définir l'économie sociale solidaire? Alors il propose voir la publication suivante intitulée a principle-based framework for the development of a country's real estate sector. C'est une publication qui est publiée par CE alors, c'est une question qui est posée donc, par
Monsieur Raymond Sanner à Raetitia, la propriété sociale pourrait-elle être utilisée pour définir l'économie sociale solidaire? Alors, il propose voir la publication suivante intitulée A Principle-Based Framework for the Development of a Country's Real Estate Sector, publiée par CE et ONU dans le note de bas de page 30. Alors, il dit, et parfois, une propriété immobilière est définie par la loi comme propriété sociale. La nature de la propriété sociale est distincte de la propriété privée et publique et n'est pas une variante de la propriété privée ou publique, mais plutôt un concept qui généralise de la propriété faisant référence, par exemple, au peuple indigène de Bolivie et de Canada, mais aussi de Suisse allemande. Documenté et discuté dans les travaux de l'économiste Elinor Ostrom, prix Nobel, avec une référence particulière à la réglementation des biens communs. Voilà, Raetitia, tu peux prendre cette question? Je vais essayer de répondre. Je ne connais pas cette notion et j'essaierai d'aller voir la référence dont il est question. Ce que je peux dire, c'est que toujours si je me réfère au cadre réglementaire de l'Union européenne sur lequel j'ai travaillé, hein, parce que l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver une porte d'entrée, une clé d'entrée, sachant qu'actuellement, tout était un petit peu fermé jusque-là. On sait par exemple que toutes les tentatives de statut, de proposition de statut de mutuelle européenne, association européenne, etc., ont échoué. On a une coopérative européenne, mais qui n'est pas un franc succès d'ailleurs en termes de... Enfin, il y a assez peu de coopératives européennes qui se sont créées. Alors, est-ce la notion de propriété sociale pourrait permettre de rendre compte de l'économie sociale en Europe et traduire en fait son existence dans le droit de l'Union européenne? J'en doute beaucoup. Encore une fois, je vais le dire, enfin le redire. J'ai pas eu le temps beaucoup de développer ce point tout à l'heure. Le droit économique de l'Union européenne fait abstraction de tous les modes d'organisation en fait, des entreprises. La seule chose qui compte pour l'application de la majorité des règles, que ce soit le droit de la concurrence, le droit des marchés publics, les libertés d'établissement, de prestation de services, ce qui compte, c'est d'être un acteur sur le marché. Que vous soyez une entreprise privée, une entreprise publique, que vous soyez même une administration, si cette qualité d'administration vous permet quand même d'avoir une activité marchande sur un marché, vous êtes soumis aux mêmes règles. Donc, la question de la propriété, finalement, est très indifférente aux législateurs européens actuellement. La seule chose qui compte, c'est assurer des conditions d'égalité de concurrence et d'égalité dans l'accès aux biens et services, ou dans l'offre, plus exactement, de biens et services. Donc, je ne suis pas sûre que cette alternative, hein, cette option, cette proposition de passer par la notion de propriété sociale, si je l'ai bien comprise, hein, actuellement, elle ne serait pas plus opérationnelle, il me semble, que d'autres suggestions de mise en avant, de reconnaissance par la voie institutionnelle ou par la voie de la finalité économique. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Je pense que nous avons encore deux questions. Et d'abord, la question de M. Libéré Bukobere de Burundi. C'est une question posée à Marie. Les acteurs comme Adisco, qui accompagnent les économies sociales solidaires, sont confrontés au problème de rentabilité des coopératives agricoles, alors que les services comme le stockage sont très bénéfiques aux producteurs paysans. Il parle donc au Burundi. Comment ces coopératives peuvent collaborer avec les banques qui sont d'entrée de jeu dans
non l'économie sociale solidaire. Marie, je ne sais pas si vous pouvez prendre cette question. Oui, j'avais levé la main, mais ce n'était pas pour cette question que je trouve intéressante, mais pour laquelle je n'aurais pas nécessairement de réponse précise. Si vous permettez, Laurence, je souhaitais revenir parce que tout va très vite entre le chat et puis les discussions et ces micros. Je voulais revenir sur le commentaire d'Ibrahima Fall concernant d'abord les statistiques sur le fait qu'il y a effectivement une grande variabilité, non seulement des cadres conceptuels, mais je n'ai pas mentionné, et c'est peut-être primordial, une grande variabilité dans les moyens qu'ont les différents pays ou contrées pour pouvoir produire ces statistiques. Et les cadres conceptuels dont j'ai parlé tout à l'heure, mais surtout les méthodologies qui sont employées ou qui sont préconisées, le sont pour des pays dans lesquels les statistiques nationales sont passablement bien développées. Et même dans plusieurs de ces pays, les budgets des agences statistiques nationales ne sont pas nécessairement en croissance. L'information n'est pas nécessairement ce qui est toujours le plus valorisé dans nos sociétés. Alors, je comprends tout à fait l'enjeu que ça représente de pouvoir produire des statistiques et l'importance de les produire. En même temps, ce que je voulais souligner dans mon propos, c'était d'essayer d'éviter les pièges qui, par le fait d'utiliser des conventions statistiques essentiellement associées à une économie marchande à but lucratif, ferait en sorte qu'on sous-estimerait la valeur même économique de l'économie sociale. Vous amenez un point aussi extrêmement important lorsque vous mentionnez, comme d'autres d'ailleurs dans le clavardage, que la lucrativité limitée n'est pas suffisante pour expliquer ce qu'est l'économie sociale. On pourrait dire que c'est dans la chaîne entre la finalité et l'impact, la lucrativité limitée, c'est un des moyens. Et d'ailleurs, c'est peut-être là-dessus que Laetitia insistait dans son propos, c'est que le droit européen, à tout le moins, s'intéresse aux moyens, moins à la finalité et aux impacts. Ceci dit, quand vous parlez de l'effet sur l'accès aux services, l'accès aux ressources, comme impact de la lucrativité limitée, je crois que c'est ce genre d'éléments qu'il faut que nous continuions de documenter et de présenter non seulement par des études de cas, mais éventuellement par des indicateurs à partir desquels on pourrait montrer la contribution globale de l'économie sociale à la réduction des inégalités. Et de ce point de vue-là, la lucrativité limitée est un des moyens pour y arriver. Alors, je suis désolée, je ne réponds pas à la question du Burundi, mais celle du Sénégal. Merci beaucoup, Marie. Je pense qu'il y a encore une question qui n'a pas encore été répondue. Je crois que c'est celle de... J'essaie de voir. Voilà. Monsieur Montenegro, pouvons-nous nous attendre à ce qu'un exemple de l'ampleur de la crise mondiale actuelle se produise en Europe? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Bon, je pense que si, parce que nous n'avons pas beaucoup de Ok. Il me semble que la personne qui a posé cette question, il a un peu de problème de connexion, donc je pense que voilà, je crois qu'on a fait quand même un tour de toutes les questions qui ont été posées aux panélistes. Et puis, bon, malgré, je pense qu'il y avait un peu de problème de connexion et de traduction, je pense quand même on a eu un échange assez riche et intéressant avec les participants.
malgré qu'on n'a pas pu donner des éléments de réponse à toutes les questions, mais je crois que c'était un échange assez intéressant. Alors, excusez-moi parce qu'il y a encore une question de Monsieur Benoît Mostafa. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser des critères issus du capitalisme pour juger l'économie sociale solidaire? Des critères propres plus adaptés aux particularités de l'économie sociale solidaire? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut encore prendre cette question. Non? Je ne sais pas à quoi il fait allusion, mais c'est peut-être le débat sur la question de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est fondamentalement marchand et de facto capitaliste. Et je pense qu'il y a un conflit, quoi qu'il en soit, autour du partage de la valeur ajoutée qui existe et qu'on ne saurait pas gommer, et qui existe y compris à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, je suis entièrement d'accord avec la remarque qu'a pu faire Marie Bouchard et celle que M. Mostafa fait implicitement, qui est de dire, mais oui, il y a d'autres critères à prendre en compte, notamment modification de la comptabilité, pour prendre en compte, par exemple, l'extraction sur la nature, pour prendre en compte l'impact sur les vies humaines, etc. Et je pense que c'est une démarche qui doit être partie constitutive de l'économie sociale et solidaire. Mais, je dirais, elle reste présente dans le monde marchand, et de ce point de vue, les catégories du monde marchand continueront à s'appliquer tout en étant relativisées. Merci beaucoup, Benoît. Je pense qu'on va conclure ici, justement, avec quelques mots de leçons que j'ai retenues. Je crois que notre panel sur ce thème, lucrativité limitée, propriété des moyens de production et intérêt général de nos entreprises, était vraiment un débat très nécessaire, malgré justement cette notion très limitée pour valoriser ensemble des contributions et des valeurs de l'économie sociale solidaire. Mais comme Maître Laetitia Rodriguez a dit très clairement, actuellement, au plan légal et aussi dans la conception de droit de l'Union européenne, je pense qu'à cause de cette manque de reconnaissance sur le concept qui est propre à l'économie sociale solidaire, il y a quand même une invisibilité, et même aussi il y a des obstacles juridiques et fiscaux qui pénalisent vraiment les modèles des entreprises de l'économie sociale solidaire. Effectivement aussi, professeur Marie Bouchard, qui a montré très clairement donc absence de statistiques fiables et de qualité qui mesurent vraiment la contribution économique de l'économie sociale solidaire au plan national, mais aussi au plan international, est un enjeu majeur actuellement, non seulement pour certains pays, mais pour ensemble de pays dans lesquels aujourd'hui l'économie sociale solidaire joue un rôle très important, à la fois en termes de cette vision transformative de notre économie et société, mais aussi en termes de contribution très concrète pour la mise en œuvre des objectifs durables, l'objectif ODD, donc objectif de développement durable. Alors, je crois que l'entreprise de l'économie sociale solidaire bientôt peut-être mieux reconnue au sein de l'Union européenne. Oui, je pense que je dirais après notre panel, ce n'est pas une autre utopie. Je crois qu'il y a déjà des bonnes avancées, et notamment aussi un juriste comme Maître Laetitia Rodriguez travaille et actuellement pose un débat très important. Je pense que notre panel était aussi un des espaces de dialogue et débat sur la nécessité et l'importance de cette notion, malgré que la notion est un peu limitée. Aussi, je crois que nous avons pris une connaissance et aussi une conscience, je dirais même, sur certaines urgences et importance d'avoir la production des statistiques
sur les entreprises de l'économie sociale solidaire au plan national et aussi au plan international, parce que si on n'arrive pas à valoriser et mesurer la contribution même économique de nos entreprises, je pense que c'est difficile, en tout cas, de plaider aux décideurs politiques de prendre en compte l'économie sociale solidaire comme un acteur capable de contribuer ou transformer notre société ou notre économie. À la fois aussi, donc, Benoît qui a dit, je pense qu'il a posé justement ce cadre très intéressant entre voilà, cette notion de intérêt social et avec lucrativité limitée, et quelle sera la place de pouvoir des usagers et des travailleurs dans cette tradition d'antagonisme entre différentes familles de l'économie sociale solidaire, et comment on peut intégrer dans les différents dispositifs légaux nationaux pour justement ouvrir des expérimentations. Mais il faut veiller justement, je crois que la manière à articuler cette tension pour que ce ne reste pas en termes d'une confrontation, mais malgré la confrontation, on arrive à coopérer pour que justement l'introduction de lucrativité limitée n'est pas seulement une question limitée de l'économie sociale solidaire, mais aussi articulée avec la question du pouvoir des travailleurs. Voilà, donc quelques mots de conclusion qui, je pense, qui n'est pas terminé, qui va continuer avec une série de webinaires qui va venir, notamment justement le prochain webinaire sera consacré sur la question de financement. Je donne la parole à Alain Coher qui va peut-être dire son mot de conclusion, mais aussi présenter la prochaine série de webinaires. Un très grand merci à tous nos panélistes, mais aussi à vous, les participants. Alain, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laurence. En tout cas, excellente modération et très bonne synthèse de ces trois intervenants de haut niveau que je remercie, Laetitia, Marie, Benoît. En tout cas, merci beaucoup. La qualité de vos interventions, de vos réflexions, de vos apports sont indispensables aujourd'hui à les réflexions qui est menée un peu partout et qui alimente aussi la manière dont nous devons influencer les environnements là où nous nous trouvons et quel que soit le continent. Je n'en rajouterai pas beaucoup plus. Je voudrais simplement dire que l'économie sociale aujourd'hui revendique à travers ce que vous avez dit, c'est tout simplement le droit à la différenciation. Nous ne sommes pas des entreprises capitalistes, nous ne sommes pas issus d'un monde communiste où c'est l'État qui imposerait ses règles à nos modes de fonctionnement, et nous ne voulons pas être uniformisés à travers des règles juridiques ou à travers un modèle économique qui serait dominant. Donc c'est un droit à la différenciation, il faut qu'on nous le reconnaisse, mais il va falloir encore se battre longtemps pour que celui-ci soit d'application. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous commençons, et d'autres avant nous l'ont fait, à nous mobiliser, à défendre, à valoriser tout ce que nous faisons et à objectiver ce droit à la différenciation. Alors aujourd'hui, je sais que nous avons fait un peu une première. Il y a eu quelques petites difficultés sur les connexions, mais on va s'améliorer puisque c'est la première d'une longue série. Il va y avoir encore 3 sessions interactives et puis une session de conclusion. Elles se dérouleront chaque jeudi. La prochaine, c'est jeudi prochain, le 10 septembre, qui aura lieu de 15 à 17 h sur le thème financement public et financement privé. Ça sera ma collègue coprésidente Elisa qui se joint certainement à moi en ce moment pour vous féliciter tous. Et nous espérons vraiment vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine et au fil des semaines. Je sais qu'il y a des réflexes à avoir pour se connecter, etc. Mais la qualité de cette première session est certainement due en grande partie à la qualité de vos travaux et de vos interventions. Je vous remercie et je vous souhaite, là où que vous soyez, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Grand merci à tous nos panélistes, tous les participants, mais en particulier à l'équipe du Forum international de l'économie sociale solidaire. Un grand merci, alors félicitations pour ce lancement en succès. Merci beaucoup.